Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une brève description en 10 minutes sur la flambée d'Ebola de 2022 en Ouganda. Un peu d'histoire d'abord. La flambée d'Ebola virus la plus importante en Ouganda a frappé Goulou en 2000. C'est la souche du Soudan qui a affecté 425 personnes avec un taux de létalité de 53%. L'épidémie suivante, c'était en 2007, mais avec une nouvelle souche à Boudi-Bougyo. Elle a infecté 131 personnes avec un CFR, un taux de létalité de 32%, suivi par deux plus petites flambées de virus Ebola du Soudan, donc le SUDV, 2 à Luwero et une en Kibale. Et enfin, 4 cas de la souche Ebola Zaïre ont été importés depuis la République démocratique du Congo en 2019, mais on n'a pas constaté de cas secondaires. Là, on va se pencher sur la flambée du virus du Soudan Ebola 2022. Les principaux paramètres, la mobilité de la population, ensuite un événement de superpropagation, et puis on regardera la dynamique démographique de cette épidémie. D'abord, l'épidémie dans le temps et dans l'espace. Là, on a l'épicourbe en bas et la carte qui présente les cas et les décès dans le fond. La flambée s'est déclarée à Mubende en août 2022. Et c'était lié à un dispensaire rural dans le district de Mubende où plusieurs enfants ont été diagnostiqués avec le paludisme, mais plus tard, on les a classés comme probablement des décès dus au virus du Soudan, virus Ebola du Soudan. Je reviendrai sur le sort de ces enfants à la fin de ma présentation. Le 12 septembre, chez un paysan, par PCR, on a confirmé qu'il était positif au virus du Soudan. Il a été emmené dans un hôpital et plusieurs foyers de cas de clusters sont développés dans cet hôpital et dans les districts environnants. C'est devenu donc le site de choix pour cette étude. On a aussi mettre en place une unité de traitement d'Ebola. MSF, on a implanté une et dans le district et on en a créé une autre. Et au moment de la confirmation de l'épidémie, il y avait déjà 36 cas des personnes qui étaient déjà malades ou mortes. Les districts voisins ont rapidement été affectés, notamment celui de Kiegegwa et Kassanda. Et Kassanda, ce dernier district, a notamment fortement contribué à un second pic de cas de virus du Soudan. Les équipes médicales spécialisées dans les maladies fortement infectieuses ont rapidement été déployées sur le terrain et on peut voir l'effet sur le taux de survie qui a commencé à augmenter, ce taux de survie. Et quand on a eu passé le premier pic de l'épidémie, les districts de Mubende et Kassanda ont appliqué un confinement total pour limiter la propagation. Pendant cette phase, on a vu aussi la création de plusieurs unités de mise à l'isolement, mais cela ne sont pas ce qu'on appelle, nous, les grands traitements, les grands centres de traitement d'Ebola. À la mi-octobre, on a vu cette épidémie gagner la capitale. Un agent de santé communautaire a été affecté, un patient aussi, qui se sont ensuite rendus à Wakiso et Kampala. Et dans ces districts, on a détecté des cas secondaires. Et puis 2 des cas secondaires de Kampala se sont rendus dans d'autres districts, un à Masaka dans le sud et dans cet autre district ici. Donc là encore, MSF a déployé des petites unités de mise à l'isolement. L'épidémie s'est terminée le 11 janvier 2023 avec un total de 142 cas confirmés et 22 cas probables. Le taux de létalité était de 39% en tenant compte des cas confirmés et 47% généralement dans l'ensemble.
Et géographiquement, ça a été l'épidémie qui s'est répandue sur la plus grande surface en Ouganda. Elle a en effet touché 9 districts. Comme on vient de le voir, cette épidémie s'est caractérisée par une mobilité assez importante des cas, ce qui a fait que plusieurs districts ont été affectés sur une très courte période de temps. MSF a mis en place des petites unités de mise à l'isolement. C'était plus facile à mettre en place que les centres de traitement d'Ebola conventionnels. On a pu réussir à faire ça grâce à une bonne collaboration entre MSF, l'OMS, les autorités du district, le ministère de la Santé à Lima et le CDC. Alors cette collaboration a été un grand succès, mais il est important de noter que ces unités de mise à l'isolement rapide ne sont qu'une réponse partielle au problème de la mobilité des déplacements de population pendant les épidémies d'Ebola. La peur et l'incompréhension sont beaucoup derrière ça. Il est important qu'on continue de mieux communiquer avec la population à l'avenir, et notamment avec l'extension du réseau routier. Eh bien, la mobilité dans le pays en sera d'autant favorisée, va propager plus rapidement les épidémies. Alors là, on était dans le macro. Maintenant, on va faire dans le micro un événement de super propagation dans le district de Kikandwa. Voyez tous les événements de transmission documentés par le MOH, le ministère de la Santé. Certains manquent encore, mais on va s'attarder sur un en particulier, celui-ci. Au centre de ce foyer, ce cluster, il y avait un homme très apprécié de tous, qui aimait cuisiner pour tous ses amis. Et il cuisinait pour ses amis, même quand il était malade, bien sûr. Tout le monde a été très exposé après sa mort. Eh bien, on a constaté l'existence de 33 cas secondaires, ce qui est un chiffre très élevé. Parmi ces cas secondaires, le taux de létalité était de 45%, soit la moyenne relevée pendant l'épidémie. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on n'a détecté que 7 cas tertiaires à partir de ces 33 cas secondaires. Et là, 7 cas tertiaires, c'est faible comme chiffre. Donc, on a réussi à confiner la superpropagation de cet événement, et c'est attribuable à l'action des cliniciens en charge du centre de santé qui ont rapidement identifié les contacts de cet homme et leur ont bien expliqué ce qu'était la maladie, comment elle évoluait. Ils les ont isolés très rapidement dans ce pavillon au toit bleu, unité de mise à l'isolement, et mis en place aussi des mesures de lutte contre les infections pour protéger les patients qui n'avaient pas eu de contact avec ce cluster. Alors bien sûr, la communication, la possibilité de créer des chambres de mise à l'isolement, ça fait une différence pour interrompre la transmission dans la plupart des cas. Mais ça souligne aussi l'importance du rôle des centres de santé pendant les épidémies, car le personnel de ces dispensaires ont établi des relations de confiance avec la population locale. Donc, quand le personnel connaît le virus, eh bien, c'est un plus, bien sûr, pour l'ensemble du centre et tous les cliniciens. Quelques mots sur les données démographiques, la répartition des cas chez les hommes et chez les femmes par tranche d'âge et statut de santé. Les hommes ont été plus affectés de manière significative, plus affectés que les femmes. Ce déséquilibre s'explique par cet événement super propagateur dont j'ai parlé, qui impliquait plus de 80% d'hommes. La plupart des cas, c'était des jeunes adultes de 20 à 39 ans. Et puis un nombre important de cas chez les enfants de moins de 10 ans a été observé aussi. On a par ailleurs observé
des taux de létalité inférieurs chez les patients hommes, chez les malades hommes, mais cette différence n'était pas statistiquement significative. Mais la courbe en U montre la survie chez les jeunes adultes. C'est une méthode plus conventionnelle. Ce qu'on veut pointer ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la proportion élevée d'enfants atteints au début de cette épidémie. Et ce sont les enfants dont je parlais au début de ma présentation, chez lesquels on suspectait et qu'on avait diagnostiqué pour paludisme avant de les reclassifier comme des cas de virus du Soudan. Cela nous indique deux choses. D'abord, il faut vraiment améliorer notre capacité de détection des fièvres hémorragiques virales comme Ebola. Une approche serait d'incorporer des tests de diagnostic rapide dans la surveillance épidémiologique, dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Ensuite, on sait que c'est facile de confondre les fièvres hémorragiques virales avec le paludisme et la plupart des pays affectés par ces fièvres hémorragiques connaissent aussi beaucoup le paludisme. Donc, on pourrait penser à la chimioprophylaxie contre le palu pendant les épidémies. Ça réduit, on aurait moins de patients du palu pendant qu'on a tous ces patients Ebola. Ça préserverait les systèmes. On pourrait mieux se consacrer au traitement des malades Ebola. Conclusion. L'épidémie de 2022 du virus du Soudan en Ouganda a été rapidement contrôlée malgré une propagation géographique sans précédent. Certaines approches ont vraiment bien marché, mais il reste des défis qui peuvent nous éclairer à mieux nous préparer en vue de futures épidémies. Nous estimons qu'il est important de continuer de se préparer à avoir des populations de plus en plus mobiles dans ces pays. Et ça, c'est important comme message pour MSF Logistique. Il faudrait adapter nos messages adressés à la population en question, soutenir la préparation, l'état de préparation des structures de santé. Ça fait une grande différence quand les structures de santé étaient fonctionnelles. Aussi, il faudra envisager l'administration de masse de la chimioprophylaxie contre le palu pendant les épidémies de fièvre hémorragique virale et puis mettre en place les TDR, tests de diagnostic rapide avec la surveillance. Je ne l'ai pas dit, mais des vaccins et des traitements, bien sûr, ce serait idéal pour vraiment maîtriser, juguler ces épidémies. J'aimerais remercier les personnes suivantes, tous les travailleurs de santé, toutes les personnes qui apparaissent ou organismes sur cette diapo. Merci de m'avoir écouté.